Bonsoir à toutes et à tous, heureux de vous savoir nombreux à l'écoute de votre émission Fenêtre sur l'Afrique sur Radio Canal K, sur Radio à volonté, la voix de la résistance du peuple togolais. Au Togo, 113 prisonniers politiques dans les prisons et de nouveaux cas de décès en détention, de la nécessité de rompre avec ces graves violations des droits de l'homme. Ce sera le débat citoyen avec deux invités qui seront en ligne depuis Lomé et de la diaspora togolaise et plus précisément en Allemagne. La voix du peuple. La voix du peuple. Deuxième partie de l'émission, débat panafricain. Des mouvements anti-France-Afrique au Mali, au Sénégal, en Centrafrique, en Guinée-Conakry et au Burkina Faso. Des peuples exigent le départ des bases armées françaises dans leur pays. Vers la fin de la France-Afrique, ce sera ce débat panafricain avec nos invités en ligne depuis le Mali, Sénégal et ici même en France. Et merci de nous être fidèles sur le 3xcanalk.ch et sur Radio à volonté. Radio à volonté, la voix de la résistance du peuple togolais. Merci de votre fidélité sur le 3xcanalk.ch et sur Radio à volonté. Pourquoi tant de prisonniers politiques au Togo? On nous signale encore plus de 7 prisonniers politiques morts en détention. On va en débattre avec nos invités. On accueille tout de suite en ligne depuis Lomé au Togo, Claude Amegavi. Bonsoir. Bonsoir Sylvain. Merci beaucoup. À tous les auditeurs de votre chaîne. Merci beaucoup. Et Claude Amegavi est membre du comité pour la libération de tous les prisonniers politiques du Togo. Il est également président du parti politique Parti des Travailleurs. On accueille ici même dans secrétaire chargé de la coordination. Exactement, oui. Secrétaire chargé de la coordination du Parti des Travailleurs. Merci. Oui. Autant pour moi. On accueille également de la diaspora ici même le doyen Ali Akondo. Bonsoir. Bonsoir Sylvain. Ali Akondo qui n'est plus à présenter à la diaspora togolaise, surtout à la diaspora Allemagne, de l'Allemagne. Ali Akondo intervient de temps en temps, mais très souvent sur les réseaux sociaux, sur apporter ses analyses sur comment améliorer le combat que nous menons. Ali Akondo est un grand doyen, il parle aussi souvent au thème, puisque voilà, c'est un thème. Il parle aussi à tous les Togolais. Ali Akondo a regroupé la diaspora en Allemagne pendant plusieurs mois dans des manifestations et je pense que ça fait des mois on l'a plus écouté. Ce silence n'explique pas quand même sa résignation, Ali Akondo. Non, pas du tout. Ce silence n'est pas un signe de résignation plutôt. Ce silence, enfin, je l'ai gardé pour observer. D'accord. Mais je vois que jusqu'ici, nous sommes en train de patauger. Exactement. Et là, Radio à volonté vous a fait ressortir parce que c'est trop. Il y a trop de prisonniers qui meurent en prison. Ça vous choque. En tout cas, merci de votre disponibilité, doyen Ali Akondo. Alors, rapidement, on va relancer Claude Amegavi. Et je le disais, il est membre du comité pour la libération de tous les prisonniers politiques du Togo. Claude Amegavi, il y a quelques mois, vous lanciez ce mémorandum qui a parlé des prisonniers et la situation très difficile qu'ils vivent en prison. Alors, comment se poursuivent les activités du comité de lutte pour la libération des prisonniers politiques du Togo, Claude Amegavi? Eh bien, le comité, après la sortie de son mémorandum, qui a été adressé d'une part aux autorités togolaises que nous pensions être à même de pouvoir donner des instructions pour qu'ils soient libérés. Je veux parler d'abord du président de la République lui-même, M. Faure-Gnassingbé Gnassingbé. Je veux parler de Madame la Première ministre, chef du gouvernement, Madame Victoire Tomega Dogbé. Et je veux parler du ministre de la Justice, M. Pius Agbetomé, et je veux parler du ministre en charge des droits de l'homme et des relations avec les institutions de la République, M. Christian Trimois, et par la suite à Madame la ministre
des armées. Alors, après que nous ayons envoyé le mémorandum à toutes ces personnalités-là, à tous ces responsables gouvernementaux, nous avons continué nos activités dans le sens où toutes les institutions que nous avions vues ou que nous avions avant la sortie du mémorandum, et ils sont nombreux. Nous avons naturellement rencontré la Commission nationale des droits de l'homme. Nous avons rencontré l'Ordre des avocats. Nous avons rencontré Amnesty International. Nous avons rencontré d'autres organisations de défense des droits de l'homme sur la place ici au Togo. Eh bien, pour d'abord collecter des informations et nous enquérir de leur position par rapport à cette question des prisonniers politiques. Une fois le mémorandum sorti, nous les avons rencontrés à nouveau pour leur livrer le fruit de toutes ces investigations, de toutes ces recherches que nous avons faites, en demandant à chacun de bien vouloir agir pour qu'il soit libéré. Et après cela, comme vous avez eu à l'apprendre sans doute, d'autres arrestations arbitraires pour des raisons de délit d'opinion sont intervenues, notamment l'arrestation de M. Dimon-Oré, suivie par celle de M. Paul Missiak-Beto, et enfin la dernière en date qui est celle de M. Jean-Paul Oumoulou. Jean-Paul Oumoulou. Et chacune de ces occasions a été, disons, une circonstance pour nous pour réintervenir, nous mobiliser encore sur leur situation, aussi bien poursuivre leur détention, puisque vous savez que dans les mailles de la justice togolaise, actuellement, la procédure est que dans un premier temps, les gens passent par le SCRIC. Or, toutes les informations que nous avons eues sur le SCRIC ne nous inspirent pas confiance, puisque ceux des prisonniers politiques qui ont été arrêtés dans la vague répressive qui a déferlé à partir de novembre 2018 jusqu'à l'année 2020 et qui a frappé ceux dits du groupe Goma Aziz dans un premier temps, après ceux qui ont été arrêtés dans le cadre de l'affaire Tigre Révolution et les militants du PNP qui ont été pris également dans ce cadre-là. Beaucoup d'entre eux qui ont été détenus au SCRIC ont été affreusement torturés. Et donc, préoccupés par cette situation, nous avons à chaque fois voulu savoir ce qu'il en était, faire les pressions maximum pour que ce qui était arrivé à ceux qui avaient été arrêtés dans le silence ou en catimini à l'époque ne leur arrive pas. Et c'est ainsi que nous avons à plusieurs reprises sorti des communiqués. Nous avons même été rendre visite à Dimon-Oré lorsqu'il était en détention, justement préoccupé par sa situation, et que si les voies de fait venaient à s'exercer sur lui, eh bien, nous les en tiendrons pour responsables. Et c'est ainsi que c'est ce que nous avons fait. D'accord. Ensuite, nous avons eu à rencontrer à CNDH dans la dernière période, et essentiellement, pour insister sur le blocage judiciaire du dossier de ces prisonniers politiques, puisque depuis un an environ, la chambre d'accusation de la parallèle soit diligentée aux fins de confirmation des allégations de torture faites par les prisonniers politiques au cours de leur interrogation sur le fond. Or, depuis, la justice togolaise, comme vous le savez, très instrumentalisée qu'elle est par le pouvoir politique, n'a rien fait. D'accord. Et nous estimons que cette décision-là, depuis un an, n'étant pas mise en application, il fallait voir l'institution de la République qui peut intervenir pour obtenir
qu'elle soit mise à effet. Et D'accord. c'est de ce point de vue qu'il y a 3 semaines environ, nous avons rencontré la CNDH pour lui demander d'intervenir pour que ceci soit réparé. En tout cas. Et à cette occasion, nous avons également insisté sur la question de l'état de santé dégradant des prisonniers politiques, puisque nous étions confrontés à une situation où la plupart d'entre eux étaient malades, du moins ceux qui avaient été arrêtés dans la première vague. Certains d'entre eux étaient dans une situation extrêmement, et sont toujours dans une situation extrêmement préoccupante au cabanon du CHU, au point où les détenus de la prison civile de Lomé sont arrêtés. Et nous avions raison de nous inquiéter à l'époque, puisque voilà que vient de survenir la mort de Kéliba Amadou Kassim en détention. En tout cas, merci beaucoup, Claude Amengavi, pour ce briefing sur la démarche que fait actuellement le comité de lutte pour la libération des prisonniers politiques. On va, avant de relancer plutôt le doyen Ali Kondo, vous avez évoqué l'arrestation, le kidnapping de notre compatriote, puisqu'il fait partie de la diaspora de Jean-Paul Omolou. Là, je pense que vous craignez pour sa santé, puisque vous l'avez dit tout à l'heure que la plupart des prisonniers qui sont gardés au SCRIC sont torturés. Est-ce que vous craignez pour la santé de Jean-Paul Omolou, qui est actuellement gardé depuis environ 2 semaines au SCRIC? Bon, de la même manière que nous l'avons fait pour tous les prisonniers politiques qui sont passés par le SCRIC, de la même manière, nous sommes mobilisés sur le cas de Jean-Paul Omolou. Et cela dès le premier jour de son arrestation. Puisque nous avons eu, je dirais, la chance, quelque part, d'avoir rapidement été alertés sur sa situation. Je pense, à raison du travail que nous cessons de faire depuis maintenant pratiquement 9 mois. Et dès que nous avons été saisis de sa situation, nous avons fait en sorte que le nécessaire soit fait pour que un avocat puisse l'assister. Et c'est ce que nous avons fait. Mais ce que je peux vous dire aujourd'hui, c'est que avant même que l'avocat puisse n'aller le voir, mais il a fallu d'autres interventions. Puisque nous avons Claude Amengavi, est-ce que vous avez peur pour sa santé, puisque vous avez dit que des prisonniers qui sont gardés dans un premier temps au SCRIC ont été torturés? Vous craignez pour la santé de Jean-Paul Omolou également? Mais bien sûr, c'est pour cette raison que nous avons fait en sorte qu'un avocat puisse l'assister assez rapidement, puisse aller le voir et puisse aller le voir régulièrement pour s'assurer de la préservation de sa santé, même je dirais tout simplement de la préservation de sa vie. C'est de cela qu'il s'agit. D'accord. Et nous nous réjouissons que nos interventions diverses et variées, aussi bien auprès de la Commission nationale des droits de l'homme, une fois encore, pour qu'elle intervienne auprès du SCRIC pour permettre à l'avocat que nous avions constitué de pouvoir aller rencontrer son client, Jean-Paul Omolou. Et c'est ce qui finalement a pu être fait. D'accord. Merci beaucoup, Claude Amengavi. On va donner la parole au doyen Ali Kondo, je l'ai dit. Son silence n'est pas plutôt une résignation, il a dit tout à l'heure. Il est plus éveillé que tout. Merci quand même de votre disponibilité, Ali Kondo, à participer également à cette émission. Faites de cela sur Canal K sur Radio Avouleté. Vous avez écouté de bout en bout le développement fait par Claude Amengavi, qui fait partie du comité de lutte pour la libération des prisonniers politiques du Togo. Malheureusement, on en compte jusqu'alors encore, quand ce comité a pris en mai ce dossier, il y a 7 prisonniers qui sont déjà morts en détention. Alors, Ali Kondo, pourquoi autant de prisonniers politiques au Togo lorsque le pouvoir se réclame un état de droit? Mon cher ami Sylvain, je voudrais dire un grand merci à notre frère Claude Amengavi, un merci à lui et un merci à tous ses camarades qui se battent pour venir en aide aux prisonniers, à nos frères qui sont en prison depuis un bon moment. Et grand merci pour ce travail. Et donc, s'agissant du fait qu'il y ait tant de prisonniers politiques au Togo,
Là, je voudrais dire que la situation sociopolitique dans notre pays n'a pas changé. Et donc, les droits de l'homme, la situation des droits de l'homme dans mon pays s'est empirée et à cause de la mauvaise volonté des acteurs politiques togolais. Vous voyez. Donc, la plupart des responsables politiques de l'opposition, je veux dire, sont inconséquents. Ils sont inconséquents et ceux qui gouvernent le pays sont faux et enclins à la barbarie. Je voudrais, vous, Sylvain, vous demander si vous voyez en ce pays un état de droit. Le Togo, présentement, présente-t-il des caractéristiques d'un pays où les droits de l'homme sont respectés? Et puisque Christian Trimois dit que le Togo est un pays de droits de l'homme. Ah, le Togo, il faut pas dire ça. C'est des mots, mots sur les lèvres. En réalité, le Togo ne présente aucune caractéristique d'un pays où les droits de l'homme sont respectés. Je ne ferai pas ici, Sylvain Amos, un cours sur le concept d'état de droit, mais un état de droit est un état dans lequel les normes juridiques, selon le juriste Hans Kelsen, un Hongrois, sont hiérarchisées de telle sorte que sa puissance se trouve limitée. L'état de droit implique une hiérarchie des règles de droit, l'égalité devant la loi et la séparation des pouvoirs, à savoir le législatif, l'exécutif et le juridique. Mais au Togo, Sylvain, tous les pouvoirs semblent concentrés aux mains d'un seul homme, Faure Gnassingbé. Ça, c'est vrai. Dans un régime totalitaire, Sylvain, où les pouvoirs sont aux mains du tyran, il ne peut avoir que tant de prisonniers politiques. Le tyran voit surtout et partout des complots de coups d'État. Les vrais opposants qui critiquent le gouvernement sur la gestion des affaires de la cité sont des cibles potentielles. Et je veux parler aussi des journalistes de la presse privée, des activistes des droits humains, aussi bien dans la diaspora que ceux du pays, sont harcelés, menacés de mort ou emprisonnés. Même les responsables des organisations de défense des droits de l'homme ne sont pas épargnés. Vous le savez, au Togo, tout est dur. Au Togo, des exemples sont légion. Plus d'une centaine de prisonniers politiques accusés injustement de s'en prendre aux institutions de l'État. Tout cela parce que le régime a peur de la vérité. Il a peur de son nombre. Il a peur qu'on lui fasse ce qu'il fait quotidiennement à son peuple. Aucun tyran, Sylvain, de par le monde, n'est tranquille. Il faut autant qu'il peut jeter les adversaires sérieux en prison pour la tranquillité du régime. Et c'est ce qu'on remarque depuis le 19 août 2017 avec la gigantesque manifestation organisée par le Parti national panafricain de Tikwi et Achadam, lui-même traqué et dans la clandestinité, ses militants tués, paralysés à vie et en exil, ou bien ils sont en prison. Non seulement les militants du PNP, c'est l'ensemble des populations togolaises Tout à fait. qui est visé. Quel dirigeant pour mon Togo, Sylvain. On comprend votre indignation, Alia Kondo. Alors, Claude Amegavi, vous avez suivi Alia Kondo qui s'insurge. Et lui, il pense que le Togo n'est pas un peu de droit, comme le dit ce gouvernement togolais, à travers la voix de Christian Trimois. Alors, Claude Amegavi, vous êtes sur le terrain, un homme politique d'ailleurs. Pourquoi autant de prisonniers politiques au Togo lorsque le pouvoir se réclame un état de droit, Claude Amegavi? Non, la seule explication un peu rationnelle qu'on peut donner à ce type de comportement est l'aveu qu'un ministre a osé faire, ou des ministres d'ailleurs. Je pense qu'il s'agit de M. Gilbert Bawara, qui est
le ministre de la fonction publique, et M. Damien Nyark, qui est de son côté le ministre de la sécurité et de la protection civile, qui ont dit qu'il n'y aura plus jamais de 19 foot au Togo. Ali Akondo l'a dit tout à l'heure, c'est à cette date que le lancement d'une manifestation pour exiger le retour à la constitution originelle de 1992 a donné lieu à une sanglante répression qui a indigné le peuple togolais, qui s'est spontanément mobilisé de Lomé jusqu'à Saint-Cassé, pour, disons, contester cette répression sanglante et barbare. Et bon, par la suite, vous savez que s'est constituée une coalition appelée C14 qui a mobilisé pendant des mois et des mois le peuple togolais, disons, ébranlant sérieusement le pouvoir politique au Togo, qui, aux abois, a démarché ses pairs des pays de la CEDEAO pour le sauver de la situation difficile dans laquelle il s'était mis. Alors, au terme des dialogues et toutes les discussions qu'il y a eu, et des processus électoraux totalement biaisés qu'il y a eu par la suite, eh bien, le régime, une fois s'être ressaisi, a décidé de frapper les organisations et militants et même la population, non, toute simple, de manière à instaurer un climat de terreur dans le pays propre à dissuader toute velléité de contestation de ses bases ou de son pouvoir par la suite. Alors, la circonstance aggravante qui est survenue par la suite est cette pandémie du coronavirus Covid-19 qui a donné une opportunité au régime de s'en saisir comme alibi pour confisquer les libertés civiles, les droits civils et politiques, en interdisant les manifestations et en réprimant en sourdine la population de manière à ce que elle ne se lève plus pour le contester à nouveau. Alors où je vous parle, vous devez savoir que contrairement à ce qui se fait dans toute une série de pays où les populations et les organisations peuvent manifester librement, au Togo, il est systématiquement interdit de manifester depuis, même de tenir de simples meetings d'information de la population, comme l'association Togo Debout l'a expérimenté dernièrement, lorsque par 3 fois successives, il s'est vu refuser de tenir un meeting à Lomé et vient de réadresser à nouveau une demande. Donc, Claude Amegabi, pas peur de répression, les populations ont peur de sortir spontanément pour manifester leurs droits, manifester contre la faim, le port du noir comme l'ont initié également les femmes pyramides, manifester pour demander la libération des prisonniers politiques. Ils ont peur des répressions policières, c'est ça? Oui, mais ça c'est un aspect de la question, parce que effectivement, ce climat de terreur dont j'ai parlé tout à l'heure domine l'ensemble de la situation. Mais en même temps, ce qu'il faut comprendre également, c'est que après les fortes mobilisations qu'il y a eu au cours des années 2010, de l'année 2017 jusqu'à l'année 2018, où la vague répressive a commencé à frapper terriblement par des arrestations arbitraires au mois de novembre, comme je l'ai indiqué tout à l'heure, un sentiment de déception aussi, il ne faut pas l'exclure, a commencé à s'instaurer au sein de la population. Qui, frustré par le débouché de la lutte héroïque. Là, vous parlez de déception et de résignation. Vous parlez de déception et non de résignation. Non, il n'y a pas de résignation. Il y a eu frustration. Il y a déception qui fait que pour l'instant, les populations sont en attente que, disons, d'autres circonstances ou d'autres paradigmes de la lutte avant de repartir au combat. D'accord. Là, c'est le politique qui parle. Je puis vous assurer concrètement de ce que
On va voir. C'est vrai. On va voir si Ali Akondo vous donne raison. Je ne vous coupe pas. Je pense qu'Ali Akondo vous réagit par rapport à ce que vous venez de dire. Ali Akondo, vous voulez ajouter quelque chose? Oui, justement, c'est comme le dit Claude Abeganzi, c'est un climat de terreur. Le régime a tout fait pour que les populations soient atterrées chez elles. Les gens ont peur de manifester. Et donc cette histoire de coronavirus est un alibi pour enfoncer davantage les choses. Vous voyez, nous sommes en Europe, moi je vis en Allemagne et nous vivons comment ça se passe ici. Il y a des manifestations. La dernière fois qu'on a arrêté au Molou, est-ce qu'il n'y a pas eu de manifestations en Belgique, en France? Il n'y a pas eu de manifestations. Il y a eu des manifestations. Donc, en clair, Europe, il y a des manifestations. En clair, les populations ont peur des répressions, c'est ça, policières. Oui. Donc, ici, en Europe, il y a des manifestations, alors que le coronavirus, il est plus accueilli en Europe. Mais ça n'a pas empêché les gens de manifester. D'accord. Oui, les gens sortent. Mais au Togo, on ne comprend absolument rien. Le Togo est un pays explanétaire. Le Togo n'est pas un pays militarisé. Un pays militarisé, c'est ça. Vous voulez dire. Un pays militarisé. D'accord. On ne comprend pas. Avant de vous... Le droit des peuples a manifesté. Le Togo a complètement refusé ça, prenant la Libye de coronavirus. D'accord. C'est pas normal. Exactement. On comprend votre indignation. Avant de vous relancer, alors Claude Abeganvi, vous parlez de peu de terreur. Donc il n'y a plus de solution. On en reste là? Non, pas du tout. Les choses vont rebondir. Mais elles vont rebondir d'une manière que personne ne peut prévoir aujourd'hui. Okay. Parce que vous savez, le régime aujourd'hui pense tenir le bon bout. Mais ce dont je puis vous assurer, c'est que en réalité, lorsque vous analysez son comportement sur le fond, vous comprenez que en réalité, c'est parce que ce régime a peur. Il est tenaillé par une peur profonde. Ah oui, je l'ai dit. Ah oui. D'un soulèvement de cette population contre cette injustice-là, il le sait d'autant mieux que, mais précisément, les mesures édictées, soi-disant, pour enrayer la propagation de la pandémie du coronavirus, prend des proportions complètement ubuesques aujourd'hui en ce qu'il touche les lieux de culte et toute une série de cérémonies, alors que d'un côté, le régime lui-même se vante d'être le champion dans l'éradication de la pandémie au niveau de l'ensemble du continent africain, pour soi-disant enrayer cette pandémie-là, qui n'ont aucun rapport avec les chiffres, ni de contamination, ni de décès dus à cette pandémie au sein de la population. Et cette dichotomie-là entre la réalité du bilan au plan de la pandémie et son comportement, mais est ce qui permet de saisir précisément sa peur panique face à une réaction éventuelle de la population. D'accord. Et vous comprenez aujourd'hui que le fait de demander aux églises et aux congrégations religieuses d'exiger la production d'un pass vaccinal ou d'un test PCR de moins de 72 heures avant d'aller à l'église est quelque chose qui sème une indignation généralisée aujourd'hui au sein de toutes les congrégations religieuses et de tous les fidèles. Alors, vous songez bien que tous ceux qui, musulmans, protestants, catholiques et membres des autres congrégations religieuses qui existent aujourd'hui au Togo, frustrés par cette décision gouvernementale, si tout ce monde-là, mais de colère, envisageait de descendre dans la rue aujourd'hui pour réclamer leurs droits, ce que ça donnerait. Et donc, mais vous l'avez dit tout à l'heure que les gens ont peur. Les gens ont peur. Donc, on ne peut pas dépasser cette peur-là. Attendez. Oui, non, mais le fait de dépasser cette peur, c'est un phénomène qui peut surgir précipitamment, brutalement, sans que personne ne voit d'où ça puisse venir, d'où ça peut venir.
pour la simple raison que lorsque vous poussez les gens à bout jusque dans leur dernier retranchement, il finit toujours par arriver un moment où les gens, n'ayant plus rien à perdre, se révoltent. Et c'est ça qui risque, qui a de fortes chances d'arriver dans la situation togolaise. Ils le savent, mais eux-mêmes, ils sont dans une situation tellement difficile, avec tous les dossiers et toutes les casseroles qu'ils traînent. Parce que au niveau même de la gouvernance du pays, il y a des tas de problèmes qui se posent. Des problèmes de corruption par-ci, des problèmes d'instrumentalisation de la justice par-là. Je veux parler ici de la sortie qu'a faite le président de la Cour suprême dernièrement, M. Abdoulaye Yaya, dénonçant la corruption et toutes sortes de choses. Les scandales se multiplient à répétition. Bien évidemment, dans le pays, la vie chère est là et frappe les populations. Et donc, tout ça, ça fait un cocktail explosif et on a l'impression qu'il ne sait plus où donner de la tête. Et donc, ayant peur, on a compris. Une situation, il réprime à tout va, ce qui n'est pas une solution pour lui. Tout à fait. On va revenir sur... On va revenir sur ce sujet des prisonniers politiques. On en compte 113 ou 114, je ne sais pas. Claude Amengame va le confirmer bientôt. Alors, doyen Alia Kondo, 113 ou 114 prisonniers politiques dans les prisons et de nombreux cas de décès en détention. Et là, on parle là des prisonniers politiques. Vous l'avez dit tout à l'heure, vous vous indignez que le Togo n'est pas un pays du droit de l'homme. Alors dans ce cas, il y a de la nécessité de rompre avec ces graves violations des droits de l'homme. Alors, Alia Kondo, comment y arriver selon vous? Sylvain, ce qui est fâcheux au Togo, c'est que les conditions de détention sont des plus mauvaises dans la sous-région ouest africaine. Les cellules de détention ne respectent pas les normes internationales. Les détentions sont abusives. Les détenus y contractent des maladies contagieuses qui, pour certains, en meurent faute de soins. Ce sont de ces conditions de détention que beaucoup de détenus politiques sont morts, dont récemment Keleba Amadou Kassim. Comment peut-il en être autrement? Lorsque le judiciaire et le législatif sont sous la botte de l'exécutif, des juges corrompus qui prennent des décisions selon la tête du prévenu. Le président de la Cour suprême togolaise, Maître Abdoulaye Yaya, n'a-t-il pas lui-même dénoncé en octobre dernier les abus de certains magistrats? Ça c'est vrai. On note des détentions de citoyens qui sont oubliés ou presque dans ces maisons carcérales. Par exemple, ces jeunes arrêtés dans le cadre de ce fameux Tigre Révolution croupissent dans les geôles il y a justement 2 ans, sans jugement. Soit le régime togolais n'a pas les moyens de sa politique et il libère tous les prisonniers politiques, ou alors il les fait juger et les libère après que chacun des inculpés aura purgé sa peine. Que faut-il faire pour rompre avec ces graves violations des droits de l'homme? Les organisations togolaises de défense des droits de l'homme, à part Amnesty International, affaiblies de quelque manière que ce soit par le régime, doivent reprendre de la force, doivent tenir dur afin de faire le travail qu'ils se sont assignés. Et c'est pour cela que je voudrais encore une fois dire un grand merci à Claude Ameganvi et à son équipe et à toutes les autres organisations qui se battent pour la libération de nos frères qui croupissent jusqu'aujourd'hui malheureusement dans le mouroir, dans ces prisons togolaises. C'est dommage. Alors, elles doivent avoir le courage de dénoncer régulièrement les abus
Et pour ce faire, elles doivent avoir des partenaires fiables et solides étrangers, comme Amnesty International, Reporters sans frontières, Human Rights, la Fédération internationale des ligues des droits de l'homme et l'Organisation mondiale contre la torture. Ce sont ces partenaires qui seront des organes de relais dont les échos iraient loin. Tout à fait. Et entre les gouvernants et l'opposition, ces organisations sont censées être un poids mobilisateur de la masse populaire, comme on en voit dans d'autres pays, Sylvain. Tout à fait. Je pense qu'Ali Kondo, vous avez raison, mais je pense que la diaspora togolaise aussi doit s'impliquer, doit aider ce comité de lutte pour la libération des prisonniers politiques, Ali Kondo. Justement, nul ne peut ignorer le rôle grandiose que joue la diaspora. J'ai mentionné la diaspora plus loin. J'en viendrai. D'accord. Oui, j'en viendrai. Parce que la diaspora, elle est tout pour ce qui concerne la lutte de libération au Togo. Tout à fait. Sauf que nous n'avons pas, sauf que nous n'avons pas, sauf que spécial pour la diaspora togolaise. Ali Kondo, désolé de vous couper, sauf que nous n'avons pas les vraies informations. Avec le comité de lutte pour la libération des prisonniers politiques du Togo, la diaspora ne donne pas, ça il faut qu'on le dise directement, financièrement, on n'a pas supporté comme il faut ce comité pour que ce comité ait cette capacité financière de faire son travail, Ali Kondo. Non, Sylvain, je vous arrête tout de suite. Et franchement, moi je dis merci à la diaspora, je dis aux compatriotes qui sont en train de s'investir, qui sont en train de se cotiser pour, ce cas-là. C'est-à-dire que, vous voyez, c'est dur, les moments sont durs, mais espérons que crescendo, les gens vont donner de l'argent. Tout à fait. Ce que nous sommes, à travers votre émission, nous sommes en train de lancer un appel à tous les Togolais, à tous les volontaires, à tous les amis des Togolais. Tout à fait. Pour que tout le monde s'investisse pour apporter leur contribution. Parce qu'il y a des comptes qui ont été donnés et nous en appelons à la bonne volonté de tous les Togolais, de tous les amis des Togolais, à donner ce qu'ils peuvent donner. En tout cas, sans langue de bois, Ali Kondo, on va laisser d'abord Claude Amengavi, puisque nous sommes de la diaspora, parlant justement de l'apport de la diaspora par rapport aux prisonniers politiques qui coupent plus dans les prisons du Togo, le prison. Voilà. Alors, pour le cas de notre frère Jean-Paul Omolou, on a vu des comptes circuler, on a vu comment est-ce que la diaspora s'est vraiment motivée. S'il faut parler sans langue de bois ici, même en Suisse, je sais que je suis dans une plateforme des Togolais qui vivent en Suisse. Rapidement, les gens se sont motivés tout de suite. Ils cotisent de l'argent pour que on ait de bons avocats pour Jean-Paul Omolou. Mais quand on avait parlé entre-temps des prisonniers politiques, il y avait tout un silence un petit peu. Donc, je pense qu'il y a deux poids, deux mesures. Comment est-ce que vous le voyez? De toute façon, c'est ce que je venais de dire. Il faut toute une mobilisation. Exactement. Il faut toute une mobilisation autour de ce cas de Jean-Paul Omolou. Et les autres également. Et les autres prisonniers également. Pardon, ne me coupez pas la parole, Sylvain. Et j'ai dit, et les autres prisonniers, puisque vous parlez de Jean-Paul Omolou, je dis, il faut toute une mobilisation autour de Jean-Paul Omolou et les autres prisonniers également. Justement, c'est ce que je suis en train de dire. Donc, il faut toute une mobilisation autour de l'arrestation de Jean-Paul Omolou, et non seulement autour de lui, mais aussi autour de tous les prisonniers politiques dans les geôles de la dictature. D'accord. Donc, nous devons tous nous mobiliser, nous de la
diaspora et pourquoi pas ceux de nos frères au pays. D'accord. D'accord. Voilà, c'est des cas. Doyen, je vous comprends. Si nous ne pouvons pas libérer notre pays, il faut quand même qu'on fasse tout pour libérer nos frères qui croupissent en prison par des moyens qu'on venait dénoncer et prendre des avocats qui vont défendre et Jean-Paul Oumolou et tous les autres frères qui croupissent en prison. Merci Ali Akondo. En tout cas, nous allons faire quand même une mise au point dans cette émission. Nous sommes sur Radio à Volonté, la voix de la résistance du peuple togolais sur Radio Kananka. Et dans cette émission, on parle sans langue de bois. Je l'ai dit, peut-être que c'est ici en Suisse seulement que ce problème se pose, ça je ne pense pas. Mais on a eu également écho au niveau des États-Unis, de l'Allemagne, un peu partout. Quand le comité de lutte pour la libération des prisonniers politiques du Togo a sollicité l'apport de la diaspora, il n'y avait pas eu tellement de motivation. Je pense la diaspora togolaise, désolé de le dire, je pense qu'on agit par émotion, puisque Jean-Paul Oumolou, c'est un grand combattant, c'est vrai. Jean-Paul Oumolou a été arrêté. C'est là où on doit commencer ce réveil. Là, on va quand même en parler. Alors, Claude Abengambi, 113 prisonniers ou 114 prisonniers politiques, puisque Jean-Paul Oumolou vient également de gonfler également cette liste exhaustive. 113 ou 114 prisonniers politiques coupés dans les prisons. Et de nouveaux cas de décès sont annoncés également. Paix à son âme, à Kéléba Amadou Kassim. Alors, là, la détention au Togo, il faut faire quelque chose. De la nécessité de rompre avec ces graves violations des droits de l'homme. Comment y arriver, Claude Abengambi? Oui, mais avant de répondre à votre question, vous me permettrez de répondre à ce que vous avez dit tout à l'heure, sur lequel je ne peux pas être d'accord. D'accord. Pour la simple raison que la diaspora a déjà beaucoup fait pour soutenir les prisonniers politiques. Et donc, tout le reproche que vous faites à cette diaspora-là de ne pas s'être mobilisée pour soutenir le combat pour la libération des prisonniers politiques au Togo est inapproprié. Puisque vous devez vous rappeler que c'est sur votre... Non, attendez. Claude. On va laisser Claude parler. Claude Abengambi, en tout cas, je n'ai pas dit qu'on n'a pas fait, Je n'ai pas dit qu'on n'a pas fait beaucoup. Je dis, si vous le voulez, Radio à Volonté peut vous laisser dire, vous avez la libre antenne, mais nous, on nous rapporte tout le temps. Oui, Radio à Volonté, aidez-nous pour que ce comité ait beaucoup de soutien. On a eu beaucoup de gens. Là, on parle sans langue de bois. La diaspora fait quand même beaucoup de choses, mais on peut faire mieux, c'est ce que j'ai dit. Ah oui, là, je suis d'accord. C'est ce que j'ai dit, c'était ma question. Sinon l'émission, c'est ce que j'ai dit. J'ai dit, on agit par émotion. D'accord. Non. Là, ici, on parle sans langue de bois dans cette émission. Claude Abengambi et doyen Ali Akondo. Oui, mais la présentation que vous aviez faite tout à l'heure avait un caractère un peu unilatéral, auquel je ne souscris pas. C'est pour ça que je voudrais tout simplement faire ces quelques rappels. Et j'ajoute que je n'ai pas voulu interrompre Ali Akondo dans son intervention pour pouvoir répondre lorsque mon tour allait venir. C'est ce que je suis en train de faire maintenant. Simplement pour rappeler que c'est sur les ondes de Radio à Volonté même que nous avons eu à animer des émissions avant dans le cadre de la campagne de parrainage. Tout à fait. Lancée par Pyramide, dont l'organisation Pyramide, qui est une organisation de la diaspora, était à l'initiative et qui a été fortement soutenue par d'autres concours par la suite, notamment celui venant de Kodi Togo, celui venant du mouvement citoyen Mandela, celui venant de nos camarades de la DTA en Allemagne. D'accord. Donc, c'est pour dire que vous avez suffisamment de moyens, alors. Vous avez suffisamment de moyens. Oui, attendez. D'accord. Je vais expliquer. Et venant de vous, la diaspora de Suisse, dans la toute dernière période, avant que survienne le cas de Jean-Paul Oumolou. Et ceci nous a permis effectivement de prendre en charge nombre de prisonniers politiques. Et je puis vous dire que au jour d'aujourd'hui, si nous n'avons pas eu ces moyens-là pour venir en aide aux prisonniers politiques, ce ne serait pas un prisonnier politique mort en détention que nous aurions eu dans la dernière période, mais beaucoup plus que ça. Puisque les fonds que nous avons collectés
ont servi essentiellement à prendre en charge les frais de santé, les dépenses de santé des prisonniers politiques. Alors là, disons bravo à la diaspora togolaise. Et Claude Amengavi, je vous comprends. Et je saisis cette occasion pour les remercier énormément. D'accord. Vous savez, à un moment donné, on a réuni près de 3 500 000 francs CFA. Ce n'est pas rien. Mais aujourd'hui, la presque totalité de cette somme est partie dans les dépenses de médicaments. D'accord. Nous avons compilé une masse d'ordonnances médicales qui sont là, comme témoignage, et à la disposition de toute personne qui voudrait venir vérifier. Et les comptes de nos dépenses sont régulièrement publiés. D'accord. Pour que on va avancer. Sachent d'accord. Je vous... leur argent. Et donc, je dis que ça a été extrêmement important. Mais ce qui est d'autant plus important, c'est que normalement, ce n'est pas aux citoyens togolais, aussi bien de la diaspora que sur le sol national, de prendre en charge les frais de santé des prisonniers. Ça, c'est vrai. Prisonniers politiques. C'est ça, c'est vrai. Que c'est l'État qui les maintient arbitrairement en prison. Mais vous savez, nous sommes dans une dictature. Vous le savez, vous l'avez dit vous-même. Mais cette campagne-là, nous devons la mener. Et vous savez, lorsque nous avons demandé à être reçus par la Commission nationale des droits de l'homme, et que nous les avons rencontrés le mardi 26 octobre dernier, ça a fait partie de l'un des points que nous leur avons dit. Et ils nous ont dit, oui, c'est vrai, vous avez raison, ce n'est pas à d'autres de prendre en charge les frais de santé des prisonniers, c'est à l'État de l'assumer. Mais ils nous ont dit, mais vous savez, avec les faibles moyens que nous avons, etc., etc. D'accord. Oh bon Dieu. Quand on voit les dépenses qui se font en désordre dans ce pays, quand on voit les taxes qui se collectent par-ci, par-là, quand on voit toutes les richesses nationales qui sont systématiquement pillées dans ce pays et tout, on sait que notre État a de l'argent pour prendre en charge dignement ces prisonniers politiques. D'accord. On va conclure ce débat. Il ne le ferait pas. Il ne le ferait pas. Que des prisons dignes soient construites. Pour que les gens y soient incarcérés dans des conditions de dignité, tout cela, mais c'est quelque chose d'extrêmement important. Alors oui, ce qu'on peut demander aujourd'hui, c'est avec le cas de Jean-Paul Oumolou, que la diaspora se mobilise davantage pour nous donner davantage de moyens pour prendre en charge. Et je pense que c'est ce que j'ai dit, que nous agissons par émotion. Nous agissons par émotion. Il y a des organisations qui nous ont saisis. Sylvain, on n'agit pas l'émotion. Il faut qu'on change un peu de méthode. Alors, on va conclure ce débat justement avec... Ça veut venir. On va. Moi, je n'ai pas. Je n'accuse personne. Radio Avlote n'accuse pas la diaspora. Excusez-moi. Vous avez reçu tant de soutien de la diaspora togolaise. Alors bravo à la diaspora togolaise dans ce combat que nous menons. Doyen Ali Akondo. Alors comment Doyen Ali Akondo, on va conclure ce débat sur les prisonniers politiques. Alors comment faire de l'arrestation justement de Jean-Paul Oumolou, que nous aimons tant dans la diaspora, et c'est un grand combattant. Alors comment faire de l'arrestation de Jean-Paul Oumolou un élément déclencheur d'une grande mobilisation pour obtenir la libération de tous les prisonniers politiques du Togo? Doyen Ali Akondo. Alors, merci. Alors là, vous allez me donner un petit temps, quelques minutes. Allez-y. Bien, merci Sylvain. L'arrestation de mon jeune frère Jean-Paul Oumolou a été ressentie comme un coup de couperet sur ma tête. J'ai connu Jean-Paul depuis des années sur les réseaux sociaux en tant qu'activiste. Puis au fil des ans, nous sommes devenus plus proches. Jean-Paul aime vraiment le Togo, il faut le dire. C'est un jeune qui ne fait pas économie de mots lorsqu'il est face à une injustice, tout le monde le sait. Et c'est sans doute pour cela que nos chemins se sont croisés depuis pratiquement plus d'une demi-dizaine d'années. Avec mon jeune frère, nous avons échangé sur notre manière de voir comment notre patrie commune est dirigée. Jean-Paul n'est pas un criminel. Il ne mérite pas le sort qui lui est réservé.
Je vous jure que si Jean-Paul avait des moyens légaux pour faire changer tout seul le Togo, il le ferait. J'ai côtoyé Jean-Paul. Jean-Paul m'a côtoyé. Je le connais. On a été ensemble. Franchement, son arrestation m'a atterré. Chacun de nous, avant son arrestation, le voyait dans ses sorties, dans ses lives sur les réseaux sociaux. Je pense à lui. Je pense à l'état d'âme dans lequel il est présentement. Je pense à sa femme et à ses enfants. Malheureusement, Jean-Paul Oumolou n'est pas le seul dans le cas. Il y a des personnes ou des groupes de personnes détenues arbitrairement dans l'insensé fossé de la mort de Faure Gnassingbé. Je pense des plus anciens détenus d'avril 2009 au plus récent du 4 novembre 2021 en la personne de Jean-Paul Oumolou, en passant par le montage théâtral de décembre 2019 appelé Tigre Révolution. Je n'oublie pas non plus les militants du PNP qui, pour leur amour de la patrie, pâtissent dans le goulag de la terreur puis qui en sont morts. Sylvain Amos, s'il y a quelque chose à faire qui soit un élément déclencheur d'une grande mobilisation pour obtenir non seulement la libération de tous les prisonniers politiques, mais aussi du Togo, pris en otage par une minorité pieuse des ressources de l'État, c'est une prise de conscience à tous les niveaux. Au Togo, des Gnassingbé, qui ne se sent pas lésé par la gestion calamiteuse du bien commun de nous tous. Les fonctionnaires de l'État, les commerçants, les privés, les petits vendeurs, les médecins, les enseignants, les paysans, les ménagères, bref, tous sont frappés par l'incapacité notoire des dirigeants du Togo. Les responsables des partis politiques d'opposition doivent cesser l'hypocrisie. Un opposant doit se reconnaître par la justesse de ses prises de position face à un tel ou tel problème. On ne peut pas être un opposant à un régime dictatorial puis adopter des attitudes caressantes vis-à-vis de celui dont vous dénoncez les dérives autoritaires. On ne peut pas être opposant à un régime dictatorial et au même moment bénéficier sans vergogne de ses largesses corruptives. C'est à cette seule et seule condition de prise de conscience et dans un sursaut unitaire que tous ensemble, sur toute l'étendue du territoire national, nous pourrons arriver à bout d'un système qui étouffe le peuple. Tous devraient faire table rase de petites querelles d'intention pour se donner enfin la main. Sinon, par nos comportements indignes et irresponsables, nous cautionnerons la dictature pendant encore des décennies et nos prisonniers mourront un à un par notre faute. Tous ensemble, aussi bien dans la diaspora qu'au Togo, tout de suite et maintenant, formons une chaîne pour exiger la libération de tous les prisonniers. Nous pouvons ne pas aimer Jean ou Pierre, mais nous devons avoir l'idée, à l'idée ce qui fait notre trait commun, le Togo. Tendons-nous la main comme des frères et sœurs d'une même mère. Si nous avons cela en tête, alors nous abandonnerons nos petites guéguerres pour nous mettre ensemble. Pour l'heure, faisons un bon choix, celui de sortir nos frères des prisons. Ce choix est multiforme. Un soulèvement populaire du nord au sud pour exiger la libération de tous les prisonniers et du Togo, ou alors former une chaîne de solidarité qui permettrait de se cotiser pour engager des avocats, des réseaux sérieux pour la collecte des fonds à cet effet
peut avoir lieu au Togo à travers des ONG de défense des droits de l'homme et dans la diaspora, tel que nos camarades l'ont fait pour Jean-Paul Oumolou. Sylvain. Merci beaucoup. Merci beaucoup, doyen. Très, très émouvante votre réaction, votre dernière réaction dans ce débat en termes de conclusion. Merci beaucoup, doyen Alia Kondo, en vous écoutant. Franchement, j'ai les larmes aux yeux. Alors, on va conclure également cette émission avec Claude Ameganvi, qui est membre du comité pour la libération de tous les prisonniers politiques. 113 ou 114 prisonniers politiques, on dirait, plus d'une centaine de prisonniers politiques. Jean-Paul Oumolou vient s'ajouter à cette longue liste. Alors, comment faire de l'arrestation de Jean-Paul Oumolou un élément déclencheur d'une grande mobilisation pour obtenir la libération de tous les prisonniers politiques du Togo? Claude Ameganvi, que direz-vous également pour conclure ce débat? Je dirais tout simplement que de la même manière que nous l'avons fait pour les 112 prisonniers politiques, il nous faut continuer à accentuer la pression. Et en ce qui nous concerne, nous allons une période des prises de position qui vont appeler à la mobilisation sur sa situation. Nous nous réservons pour l'instant de le faire parce que nous attendons certaines confirmations de la part de ses avocats pour le faire, extrêmement préoccupés que nous sommes par son maintien au strict, comme je l'ai dit tout à l'heure, est un centre de torture innommable dans la situation du Togo. Et c'est ce qui nous a retenus jusqu'ici. Mais ceci ne saurait tarder. Alors, 113, 114, non. Nous nous sommes mobilisés pour, on avait 112 auparavant et Jean-Paul est le 113e. 113e, d'accord. Oui, Jean-Paul est le 113e qui est venu s'ajouter à eux. D'accord, 113e. Simplement, parmi ceux-là, nous comptons aussi ceux qui sont morts en détention. Pour la simple raison que, même s'ils sont disparus, mais nous continuons à nous mobiliser sur leur situation. Parce que, d'abord et avant tout, il faut que la lumière soit faite sur les causes de leur décès. Parce que pour nous, leur mort en détention est des plus suspectes. Il faut que toutes les procédures soient diligentées pour qu'elles soient clarifiées. Et ensuite, que les dédommagements interviennent à l'endroit de leurs ayants droit. Je veux dire par là que ces morts en détention laissent des familles. Vous savez, Kéliba Amadou Kassim était un maçon et quand il ne trouvait pas un travail de maçon à faire, mais il allait se faire portefeuille sur des marchés pour avoir de quoi nourrir sa famille. Sa veuve et ses 2 enfants orphelins aujourd'hui, qui c'est qui va s'occuper d'eux? Et donc l'État doit prendre ses responsabilités alors que ce monsieur n'a strictement rien fait. Il était là en train de faire son travail de portefeuille lorsque les policiers du groupe d'intervention de la police nationale GIPN sont venus sauter sur lui, l'enlever, aller le torturer jusqu'à ce qu'aujourd'hui il meure en détention. Alors c'est une situation des plus injustes. Et c'est là également où je tiens à apporter cette précision que aujourd'hui nous n'allons pas demander que tous ceux qui ont été torturés là et pour lesquels les preuves de leur torture existent aujourd'hui soit jugé, ce qui serait une procédure qui serait en retrait par rapport à la procédure même qui a lieu devant la justice, où les choses ont tellement avancé au point où des juges qui ont vu sur les corps des prisonniers, eux-mêmes émus, ont dit qu'il faut diligenter des enquêtes aux fins de confirmation de ces allégations de torture, quand bien même ils ont vu, parce que effectivement c'est pas à eux de faire ces investigations-là. C'est à l'organisation et à l'institution qu'est la CNDH de le faire. Eh bien, jusqu'aujourd'hui, on refuse de le faire. Et on nous demande que les gens soient traînés devant les tribunaux. Mais s'ils sont traînés devant les tribunaux aujourd'hui, cette justice qui est totalement instrumentalisée par le pouvoir politique va les accuser peut-être à des peines de prison qui vont correspondre à leur séjour en détention, et l'affaire sera bouclée de manière totalement injuste. D'accord. Or, si la procédure prospère et permet de faire les enquêtes nécessaires, la conséquence immédiate serait que tous ces prisonniers torturés seraient immédiatement libérés en vertu des traités internationaux ratifiés par l'État togolais.
Et précisément en ce moment où le Togo est en train de passer devant l'examen périodique universel et doit aller rendre compte au mois de janvier, février prochain, je crois qu'il est de la responsabilité de tous les Togolais, de toutes les organisations de défense des droits de l'homme du Togo, de toutes de tous les regroupements diaspora, d'inonder le cadre du comité contre la torture de l'ONU de témoignages sur tous ces traitements cruels, inhumains et dégradants qui ont conduit à des morts en détention pour que l'État togolais soit sanctionné et qu'on lui demande de libérer les prisonniers politiques. Et c'est cela que nous devons, sur cela que nous devons insister. Merci. Et bien évidemment, le cas de Jean-Paul Oumolo aujourd'hui vient actualiser ces arrestations arbitraires, barbares, cette répression. Et naturellement, comme c'est un élément d'actualité, nous devons nous regrouper autour de lui et de tous les autres prisonniers politiques. Tout à fait. Pour exiger le recul du gouvernement togolais sur cette dérive que à laquelle nous assistons. En tout cas, merci beaucoup. Merci beaucoup, Claude Amegavi, membre du comité pour la libération de tout et secrétaire de ce comité pour la libération de tous les prisonniers politiques du Togo. Tous les prisonniers politiques du Togo. Merci beaucoup de nous avoir accompagnés en ligne depuis Lomé au Togo. Merci de votre disponibilité. Merci également au doyen Ali Akondo. Donc là, Ali Akondo reviendra au minimum chaque mois pour motiver la diaspora comme il a toujours su le faire. Ali Akondo, rebonsoir et à très bientôt. Merci beaucoup Sylvain Amos. Merci pour cette opportunité que m'offre Canal K de m'exprimer encore après 2 années de silence. Il a fallu que l'on se taise un peu pour observer. Voilà, Sylvain. Merci beaucoup. Merci. Je veux dire aussi bonjour à vos auditeurs, à vos auditrices pour leur fidélité à la voix des sans-voix, c'est-à-dire Canal K, votre chaîne panafricaine. À vous l'été, c'est pour nous. Merci. Bonsoir. Je vous en prie. Merci. Bonsoir. Canal K.